Alors bonjour à toutes et tous, welcome. Bienvenue à Yoga Pyjama, le yoga où tu piges. Non, l'émission où tu piges le yoga, j'y arriverai décidément pas. On a terminé tout le survol sur la pratique des chakras. Je parle de survol, d'effleurement, de première prise de contact peut-être, parce que il faut que je précise une chose que j'ai dite, je crois déjà, c'est que la pratique sur les chakras, elle est plus rigoureuse que ce que j'ai présenté. Rigoureuse en quoi? Dans le fait qu'il faut bien intégrer chaque chakra, chaque pratique sur une plus longue période. Là, on a vu les choses sur quelques séances, sur 2 semaines peut-être, ou un peu plus. Et c'est vraiment très très peu. Il faudrait au minimum passer un mois sur chaque chakra pour en avoir une connaissance directe, une perception directe, pour que les choses se mettent en place, que les choses se nettoient, s'évacuent, pour pas être bouleversé, ça c'est important aussi, pour progresser vraiment très lentement. C'est toute la différence qu'il y a entre faire une belle balade en forêt ou dans la montagne et puis de prendre l'avion et de se retrouver dans 6 heures à New York. Euh, c'est sympa de se retrouver certainement au bout de 6 heures à New York quand on vient de sa petite province, mais ça crée un gros décalage. C'est ce qu'on nomme la modernité, et en l'occurrence là il ne s'agit pas de modernité du tout. Il s'agit d'un travail intérieur, et ce travail intérieur il se doit d'être lent, d'être au rythme de sa nature, de sa propre nature. Aujourd'hui, on devrait voir donc le dernier chakra qui est Sahasrara. Je vous propose une chose, c'est de tapoter avec les 2 doigts comme ça, tout de suite pendant que je parle, l'eau du crâne. Là où se rejoint la fontanelle, alors je ne sais pas si on dit la fontanelle ou les fontanelles, je ne sais pas si c'est un pluriel ou un singulier, où les os du crâne se soudent. Vous savez, là où c'est mou, sur le crâne du tout petit bébé du nourrisson. Donc Sahasrara, ça ne se situe pas là en fait, ça se situe juste au-dessus. C'est extracorporel, mais disons que c'est par là que ça va rentrer. Qu'est-ce qui rentre? L'énergie. L'énergie d'où? L'énergie du cosmos, on va dire ça comme ça. 2 énergies, l'énergie de la Terre et puis une autre, l'énergie du cosmos. Mon intuition, mon ressenti, c'est que vous pouvez faire continuer. Cette énergie-là, elle est plus importante que cette énergie-là. Alors je croyais être un peu handicapé, je le suis par ailleurs, hein, mais je croyais être un peu handicapé parce que on parle beaucoup de Manipura et moi, ça me semblait moins, la puissance de Manipura me sentait moins évidente. En revanche, la puissance d'ici, ça me semblait évident et depuis très 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 longtemps, même avant que j'ai commencé ces pratiques-là. Et donc je pensais que j'étais pas normal. Et puis c'est là où j'adore moi Satyananda, Swami Satyananda Sarasvati, je montre son bouquin, c'est que dans ce qu'il propose, je le rejoins. Donc je me dis plus que je suis handicapé ou bizarre, je me dis que en fait j'ai fait des expériences, de petites expériences, il n'y a rien d'extraordinaire, mais des petites expériences un peu dérangeantes parfois et qui touchent à un réel ou à une réalité que je peux partager en lisant les écrits de Satyananda. Alors, à propos de Sahasrara, je vais vous lire là pour le coup carrément ce qu'en dit Satyananda. Ce sera plus simple que de l'exprimer. Déjà, oui, une chose. Euh, non, je le dirai peut-être après. Voilà, alors Sahasrara et Samadhi. Alors, oui, si je vais le dire maintenant. Samadhi. Qu'est-ce que c'est que Samadhi? Samadhi, c'est l'état de yoga, en fait. Et on a commencé, vous vous souvenez, par ça, l'état de yoga. L'état de yoga, c'est Samadhi, et Samadhi, c'est la traduction, c'est la conscience supramentale. Il y aurait 3 types de conscience, une conscience sensorielle qui passe par les sens, une conscience mentale, donc plus élevée, qui passe qui produirait la connaissance du temps et de l'espace, ces 2 notions qui sont importantes. Et puis samadhi, une conscience supramentale au-dessus du mental. Et donc vous voyez là, tac, on se retrouve au niveau de Sahasrara, qui produirait l'intuition
profonde ou la vision directe, la connaissance sans apprentissage, et qui nous unirait au grand tout. Alors, j'ai relu, parce que je lis, je relis, mais je ne comprends pas tout la première fois que je lis. Et là, ce qui me saute aux yeux, c'est le lien que fait Satyananda entre ce point-là, ce chakra-là, connu comme Sahasrara, le samadhi, c'est-à-dire l'éveil spirituel, on le traduit souvent comme ça, et la kundalini, ou l'union de la kundalini, c'est-à-dire de l'énergie qui remonte du bas, du Manipura, de Muladhara, pardon, je confonds toujours les deux, ça commence par M, de Muladhara, et puis l'énergie qui descend du haut du crâne, prana et apana, On a vu toutes ces notions-là. Bon. Vous embêtez pas avec les termes, l'idée c'est qu'il y ait une union en soi, incarnée, de deux énergies, on va dire une énergie terrestre et puis une énergie céleste. Donc je reviens sur cette histoire de samadhi. Quand je fais pratiquer le yoga, je travaille vraiment à unir les dualités, à les égaliser. Et à un moment donné, on se retrouve au centre, dans cet état de yoga. Et bien voilà samadhi. Samadhi, l'éveil spirituel, il est... j'aime bien aussi la vision de Satyananda à ce sujet, c'est un chemin, un cheminement. Il dit que c'est comme l'enfance. L'enfance, elle commence quand on est, puis elle finit vers 17, 18, voire 25 ans des fois, voire plus tard même. Et donc c'est un processus. Et bien le samadhi, c'est un processus. Pourquoi je précise ça? Parce que dans les cours de professeurs de yoga ou des gens qui sont intéressés par la spiritualité, ils visent souvent le samadhi comme quelque chose d'inatteignable, comme le sommet du sommet de la montagne. Alors c'est vrai qu'il y a un sommet, mais il y a aussi tout un cheminement dans la montagne. Et moi, personnellement, c'est ce qui m'a toujours intéressé. Puisque pour pratiquer le yoga, le hatha yoga, postural, il faut être en état de yoga, donc en état de samadhi, eh bien, on peut directement s'y positionner. Après, la deuxième étape, une fois qu'on a fait expérience d'une intériorité, qui est samadhi, qui est le soi. L'enjeu, c'est de l'installer de plus en plus, d'une manière de plus en plus permanente, et de plus en plus distancié, et se distancier de plus en plus de son ego. En fait, l'histoire c'est ça. L'idée, c'est de transcender son ego, passer d'un ego enfermé sur lui-même à une vision de l'ego, puis à un sommeil de plus en plus profond de l'ego, et tout en haut de la montagne, le samadhi, alors ça porte plusieurs noms en sanskrit. Là, ce qui me revient, c'est Nirvikalpa Samadhi. Je crois que c'est le premier, ce qu'on peut éprouver, vous et moi, d'une manière assez courte. Et quand on est tout en haut de la montagne, quand on est un saint ou un sage, on le dit comme on veut, selon les traditions culturelles et spirituelles, eh bien, l'éveil est permanent. On n'est plus du tout attaché à l'ego. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que les sages indiens, sages hommes et femmes, il y a les deux, Mananda Mali, c'est une grande sage indienne du XXe siècle. Son change de nom. Il n'y a plus d'ego. Donc il s'appelle la félicité, l'âme, la haute âme. Même Gandhi, vous connaissez Gandhi, Mahatma Gandhi, c'est la grande âme. Voilà. Et il était dans une spiritualité, il n'y a pas de doute. Je vous lis Sahasrara et Samadhi, chapitre 24 de cet ouvrage-là. On prendra un peu plus de temps aujourd'hui pour blablater. Alors, Sahasrara n'est pas un chakra. Ça, on ne savait pas. Bien qu'il soit souvent classé comme tel. Les chakras sont du domaine de la psyché, c'est-à-dire de la psychologie, du mental. Selon le centre psychique prédominant, la conscience se manifeste à des niveaux différents. Sahasrara, quant à lui, n'agit en rien et pourtant, son effet existe en toute chose. Et bien, c'est exactement l'état de samadhi, l'état de yoga. Il est au-delà de l'au-delà, parat param, donc ça porte un nom, ce concept-là, au-delà de l'au-delà, tout en étant ici même. C'est l'idée de Shunya qu'on a vu dans la précédente séance, le vide dans la plénitude. À mon avis, c'est bien ça. Il représente le sommet dans l'ascension progressive à travers les différents chakras et l'apogée dans l'extension de la conscience. Il faut bien comprendre que cette montée de l'énergie, elle a
une concomitance, absolument, c'est l'éveil de la conscience. Il n'y a pas de montée de l'énergie sans éveil de la conscience. C'est bien pour ça que parfois, des gens qui sont dans des pratiques où il n'y a que le travail énergétique, sans travail de conscience, c'est-à-dire de compréhension de ce qui se passe, d'ancrage, etc., 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 m'inquiète un petit peu, dans le sens que je crois qu'ils dévient un petit peu de la pratique. Alors ils vont avoir parfois des grandes, on peut dire ça comment, hallucinations, mais sans que ça soit péjoratif, hein, ou des grandes perceptions, des grandes révélations, mais il faut rester ancré, il vaut mieux rester simple, il vaut mieux que tout ça, ça se passe pas, ou que quand ça se passe, ça n'est pas d'importance, et de rester ancré. Voilà. Euh, une merveille, par exemple, c'est de s'extasier, c'est le printemps en ce moment, sur une belle fleur. C'est pas une hallucination, et pourtant on n'en est pas loin. C'est-à-dire qu'on reçoit les choses pleinement. Et ce qui est bien, c'est que ça reste du concret. Voilà. Et donc prendre goût à voir l'extraordinaire dans l'ordinaire. Voilà. Là, on peut dire qu'on s'approche d'un état donc contemplatif, bien entendu, et d'un état de samadhi. Les choses se passent bien à ce moment-là. La puissance des centres, alors ça c'est important aussi, ne réside pas à l'intérieur d'eux, donc des chakras, ils ne sont que des interrupteurs. Alors ça c'est drôlement intéressant. Tout leur potentiel réside dans Sahasrara. Et lui, vous voyez, il ne dit pas que ça réside dans Muladhara Chakra. Le sens littéral de Sahasrara est 1 millier, ce qui explique qu'il soit appelé lotus aux 1000 pétales. Hormis cette signification première, le mot suggère aussi l'ampleur et l'importance de Sahasrara et souligne en fait son infinitude. Il est donc plus juste de le symboliser par un lotus au nombre infini de pétales qui sont le plus souvent dépeints en rouge ou en multicolore. Sahasrara est à la fois sans forme, nirakara, et avec forme, akara. Mais il reste toujours au-delà et n'est donc jamais conditionné, nirvikara. Donc il est à la fois avec forme, sans forme, est-ce que c'est possible? Et c'est surtout qu'il n'est pas conditionné. On sort à ce moment-là de la roue des conditionnements, la roue de la vie. C'est aussi le cheminement. Il est shunya, ce qui en vérité exprime le vide de la totalité. Il est Brahman. Alors Brahman, c'est je ne traduirai pas par Dieu, je traduirai par absolu, par l'absolu. Il est Brahman, présent en chaque chose, sans pour autant se confondre avec aucune. Tout ce qui est dit sur Sahasrara le limite immédiatement et le range dans une catégorie, même si nous affirmons qu'il est infini. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le nommer. Et j'ai lu le livre de la voie et de la vertu, c'est Tao, ça me reviendra. Donc il parle du Tao dans la tradition chinoise, et c'est exactement... donc c'est un livre qui ne décrit que le vide dans la plénitude, et qui dit tout ce que ça n'est pas. Et donc ce sont des termes un petit peu difficiles à comprendre, ça fonctionne par allusion, mais c'est exactement ça. Il transcende la logique parce que celle-ci compare une chose à une autre. Sahasrara étant la totalité, avec quoi peut-on le comparer? Il dépasse tous les concepts et pourtant il en est la source unique. Il représente la fusion de la conscience et du prana. Conscience et énergie, ce sont les deux premières séparations, viyoga, et ce seront aussi les deux dernières à se réunir quand on pratique. Sahasrara est le sommet du yoga, l'union parfaite. Vous avez dû arrêter de faire ça, j'espère. On va commencer la pratique. Excusez-moi, j'ai pris un temps un peu plus large qu'à l'habitude, mais ça me semblait intéressant Ça me semblait intéressant de prendre ce temps. Je vous dis quelque chose dans l'interaction. Je me suis rendu compte, avec ce travail sur la conscience, que j'ai l'habitude de prendre des choses, alors peut-être pas la montre, mais des choses qui coûtent pas le prix d'une montre, et puis je les balance. Voilà, et je me suis dit, mais c'est pas un geste très conscient. Eh bien, au moment où je balance les choses, je prends mon cahier puis je le balance, si j'en prends conscience, ça devient un mouvement conscient. Qu'est-ce que j'en fais de ce mouvement-là? Est-ce que je le discipline ou est-ce que je le garde?
Eh bien, ce que je me suis dit, ce qui m'est venu, c'est que je garde ce mouvement. Pourtant, ça ne fait pas très professeur de yoga ou très bonhomme centré, mais ce mouvement de balancer les choses comme ça, c'est pour moi, comment je le comprends, un mouvement d'énergie. J'ai de l'énergie. J'ai de l'énergie et voilà, il faut que les choses volent. Et ça, c'est quelque chose de très subjectif qui concerne mon ego. Vous voyez, je reviens à l'ego, je reviens à mon ego. Mais y mettant de la conscience, je l'intègre comme quelque chose de lumineux. Si je continue à me débarrasser des choses comme ça, ce geste, il n'est pas beau. En revanche, ce geste-là, il a de l'énergie. Vous voyez comme les choses peuvent être subtiles, et quand on y met de la conscience, alors c'est quelque chose d'anecdotique, hein, mais si on y met de la conscience, alors elles vont changer, peut-être pas de forme, peut-être pas d'intention, mais elles vont être plus lumineuses. Et puis si le geste avait été dégradant, irrespectueux envers moi-même, alors je l'aurais corrigé, j'ai essayé de le corriger. Voilà où ça nous a, les petites choses que nous permet ce travail-là, hein, ce travail de correction. Je ne sais pas si ça vous parle. On va donc revoir tous les moyens de l'assise, préparer l'assise, puisque c'est ça qu'on va pratiquer essentiellement. Alors, on est toujours dans la répétition de posture que vous avez vu maintenant depuis 15 ou 14 séances. C'est normal, on travaille essentiellement l'assise, et je ne démultiplie pas les pratiques, je reste sur des bases. Alors, on se retrouve au sol si vous voulez bien. On va commencer par ça. J'espère que le cadre est bon parce que j'ai pas pu le vérifier ce matin. Voilà, j'espère qu'il est bien fait. Alors, on le corps en contact avec le sol et immédiatement on y met de la conscience. Qu'est-ce que je ressens? Comment je le ressens? Et j'essaye de m'en détacher. Vous voyez que là on se rapproche de l'idée de samadhi ou de sahasrara, c'est-à-dire qu'on va voir les choses à partir de là-haut, pas à partir d'en bas, pas à partir de l'ego, mais à partir d'un pôle euh, plus universel et qui pourtant encore plus soi-même que l'ego. J'essaie d'être sans jugement, c'est-à-dire détacher des choses. Et puis on va commencer la pratique. Je ramène mon pied droit en direction un peu du périnée. Je laisse tomber le genou droit, excusez-moi, je dis c'est le gauche. Je ramène le pied gauche, je laisse tomber le genou gauche, je colle la plante de pied gauche contre le genou droit, poing gauche fermé sur le nombril et inspire. J'envoie le bras droit au-delà de la tête. Soyez présent à votre ressenti, à votre souffle. Ce qui me vient aujourd'hui, c'est que je ne vais pas parler du souffle dans la posture. Je vais vous demander de le ressentir, d'essayer de le ressentir, sans que j'évoque son positionnement dans le corps. Ce qui est certain, c'est que sur l'inspiration, vous allez prendre conscience des tensions, et sur l'expiration, vous allez essayer de les relâcher.
Quand vous le souhaitez, ramenez le bras coude plié pour protéger votre épaule. Inspire le genou qui remonte. Et vous vous allongez. Une mini pause yogique. Et nous repartons de l'autre côté. Le pied droit, plante de pied droit contre le genou gauche. Je laisse tomber mon genou droit. Le poing droit fermé sur le nombril. Et inspiration, le bras gauche qui part au-delà de la tête. La respiration s'installe là où vous le ressentez. J'ai failli vous dire où ça se trouve. Inspiration, conscience et tension. Expiration, j'essaie de les relâcher. Je vais remonter sur une inspiration, mon genou. Sur l'expiration, je ramène mon bras, coude plié pour protéger mon épaule et je m'allonge. À ce moment-là, les deux hanches et les deux épaules ont été ouvertes, assouplies. Il est plus facile pour le mental de percevoir ces alignements-là, c'est-à-dire horizontaux ou verticaux. En diagonale, c'est ce qu'on pouvait ressentir dans la première étape, c'est plus compliqué. Prenez bien conscience de ce fonctionnement du mental. Ça veut dire une chose très simple, c'est que vous percevez, nous percevons les choses en fonction des structures mentales et de nos représentations, de nos savoir-faire. Il peut y avoir des choses qui nous échappent totalement parce que simplement on n'a pas la capacité à les percevoir. Et à ce moment-là, on a tendance à croire qu'elles n'existent pas. Simplement, subjectivement, nous n'en faisons pas expérience. Ça a créé une grosse différence en termes de réalité, hein, si on peut dire. Entre une chose n'existe pas et je ne vois pas la chose. Je ne l'aperçois pas. Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler, soupirer, et je vous montre la suite. Je vous rappelle la suite, une pratique qu'on a déjà effectuée. Donc ce sont les torsions où je détends les jambes. Alors ça c'est intéressant. Là il y a du creux lombaire. Dès que je vais détendre les muscles des jambes, le bassin bascule et le creux lombaire revient en contact avec le sol, plus ou moins, en fonction de ma cambrure naturelle. Alors la torsion ça va être ça. Ok, je laisse tomber les genoux à droite et à partir de là, tac, je montre que le genou gauche qui va tracter le genou droit. Là, j'ai fini d'inspirer. Expiration, le genou gauche tracte toujours. Et puis là, naturellement, tac, le genou droit va tomber. Alors, comme c'est un mouvement conscient, je ne laisse pas tomber brutalement. Je vais au bout de l'expiration. Et vous savez que c'est l'expiration qui commande, le souffle qui commande. Inspire de l'autre côté pareil.
expire. Et là, on comprend ce que je disais au départ, on fait expérience immédiatement avec cette histoire d'inspire et d'expire, et puis de maîtrise du genou qui va descendre, pas le laisser tomber avec le poids de la jambe. Donc quand je dis souffle, c'est énergie, on voit qu'il directement dans la pratique du Hatha Yoga, il y a l'union entre les deux parties différentes les plus hautes, qui sont le souffle, donc le souffle égale l'énergie, et la conscience. Et là, à ce moment-là, il y a union, il y a yoga. Dans une pratique toute simple comme celle-là, et dès le départ. C'est ça qui compte pour moi, c'est que dès le départ, on se remette en contact avec le soi. On a évoqué soi, Brahman, Tao, l'absolu, Sahasrara, Samadhi. On peut le dire d'autant de manières qu'on le souhaite. Mais cette chose qui est essentielle en soi, qui est cette chose unifiée en soi, cette chose qui est l'un en soi, cette chose qui est soi en fait. Voilà. Alors, on y va, si vous voulez bien. J'ai les bras écartés en croix ou doigts entrecroisés derrière le crâne. Les pieds sont revenus en direction des fessiers et je commence par détendre les jambes. Alors je pourrais appuyer avec les pieds, mais là, ça passerait par je veux, par la volonté. J'ai de la volonté à contracter mes muscles. Au contraire, la maîtrise dans la pratique s'obtient du lâcher prise. Donc je lâche les muscles des jambes, je tiens quand même les pieds au sol, donc vous voyez, il y a cette dualité qui s'équilibre. Du coup, les pieds s'enfoncent dans le sol et le creux lombaire revient en contact avec le sol. À ce moment-là, la respiration devient yogique complète. L'inspiration remonte dans le... Ah, faut pas que je le dise, excusez-moi. J'ai tellement l'habitude. Alors, ressentez l'énergie, le souffle dans le corps, voyez là où ça respire. Inspire conscience des tensions, expire relâche. Quand c'est le moment pour vous, genou à droite, visage à gauche. Puis je remonte, que le genou gauche, inspire, visage de face. Expire, je descends de l'autre côté, le genou gauche, le droit le rejoint dans la conscience. Inspire le genou droit, visage de face, expire. Si vous arrivez à élargir le champ de votre conscience, vous allez aussi observer que la respiration saute d'une narine à l'autre en fonction de la position du corps, du mouvement du corps. Élargir le champ de sa conscience, c'est aussi entrer peu à peu en samadhi, en état de yoga. Samadhi, c'est un peu comme l'écran de cinéma tout blanc qui reçoit toutes les images possibles. Et le tort que nous avons en tant qu'écran de cinéma tout blanc, c'est de nous identifier aux images projetées sur l'écran. Nous sommes et restons l'écran tout blanc. Alors les genoux vont aller à droite, visage à gauche. Et là, expérience du souffle dans cette posture. Puis je vais remonter seulement le genou gauche, inspire. Et redescendre de l'autre côté, expire.
nous allons remonter les deux genoux en même temps. Visage de face, attrapez le crâne dans les mains, les doigts en direction de la nuque, coude en direction du ciel. Je soulève la tête, je bouge les épaules de droite et de gauche pour bien libérer les muscles qui longent la colonne vertébrale. Puis je vais redérouler la colonne, les épaules, le crâne au sol. Les bras reviennent le long du corps, épaules basses, paume de main tournée vers le ciel. Je relâche tout. Faites expérience des effets de la posture et des postures sur le corps en contact avec le sol. Cherchez la détente maximale. Puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Alors, on va ramener les plantes de pied en direction des fessiers. Soulevez la tête, soulevez la jambe droite et attrapez votre jambe droite le plus haut qu'il est possible. Il ne faut pas que les mains glissent dans ce qui va suivre. Alors, inspire et expire, je repose les épaules, le crâne au sol. Ah, les mains sont restées au même endroit, mais ça tire. Hein. Et tout simplement, inspiration, expiration, je pousse la plante de pied vers le ciel. Quand on pense qu'elle étire au maximum, on garde la cheville droite dans la main droite, on monte la cheville gauche à ses côtés, qu'on attrape dans la main gauche, et on voit qu'on a une jambe plus courte que l'autre. On ne le savait pas, mais on en prend conscience. Alors, le pied droit reposé au sol, et on va pousser la plante du pied gauche maintenant vers le ciel. On va lâcher la main droite, remonter le pied droit à côté. Ah, c'est magnifique. Les deux jambes ont retrouvé la même taille. On repose les deux plantes de pied au sol et on s'allonge. Vous voyez comme l'étirement de l'arrière des jambes favorise l'aplat du dos, des épaules, du crâne au sol. On comprend bien l'idée à ce moment-là, même si on ne la comprend pas intellectuellement, et c'est pas du tout nécessaire. On la ressent bien. Comprendre, c'est prendre en soi. On ressent bien que des parties qu'on pensait sans lien, différentes, etc., du corps, euh, détendues, qui entrent dans une forme de détente, permettent d'unifier. Et vous vous souvenez du travail sur Vishuddhi, elle est là, la purification, quand les choses sont équilibrées. La purification du corps. Hein. Du coup, ça produit aussi, par voie de conséquence, un apaisement mental. Le mental n'a plus besoin d'observer, de chercher, d'être préoccupé par des choses qui ne seraient pas harmonieuses en fait. En fait, naturellement, on a un désir d'harmonie. Et ça, on ne le sait pas. Même si on se pense loin d'un désir d'harmonie, parce que quand on parle d'harmonie, on pense, je sais pas, à des trucs féminins, peinture, quand je dis peinture,
trucs de déco, arrangement floral, machin bidule. Euh, mais chacun d'entre nous, du moment qu'on est vivant, je suis certain, même pour les animaux et les plantes, on a cette recherche d'équilibre, de parfait équilibre où plus aucune question se pose, plus aucune douleur ne surgit. Un état d'apaisement. Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler, soupirer. Et on va pratiquer la suite ensemble. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà faite. Je redis tout, vous inquiétez pas. Donc on y va progressivement. On va étirer les fessiers en fait, hein. Cet exercice, cette posture qui peut être considérée un peu comme douloureuse, en tout cas qui est très intense. J'ai ramené donc les deux plantes de pied en direction des fessiers. Je croise ma jambe droite par-dessus la gauche. Alors, je le dis, écoutez bien ce que je dis là parce qu'on n'entend pas toujours. Il faut qu'il n'y ait plus d'espace entre les deux jambes. Je ne peux pas passer la main. Voilà. Essayez de coller bien les deux jambes, cuisses, l'une contre l'autre. Vous soulevez la tête, c'est plus facile pour voir ce qu'on fait. Et puis pour la distance. Alors on commence par cette variante qui facilite à mon avis les choses, mais qui n'est pas évidente à placer. Ma main droite. Prenez votre main droite, c'est celle qui est sur la droite là. Vous posez la main droite sur le genou arrière. Cette main gauche, on va la poser aussi sur le genou arrière, mais pas par-dessus. Parce que sinon on va être de guingois. Alors on va passer cette main gauche sous la cheville de la jambe ici, qui est au-dessus. Et puis on pose sa main gauche, on ne s'embête pas sur la main droite, en contact. Et là c'est simple. Et quand je repose le crâne au sol, avec les épaules, tac, ça tire déjà. Alors pour certaines d'entre vous, ça ne tirera pas, parce que vous avez des fessiers déjà étirés. Mais pour ceux pour qui ça tire, c'est pas mal cette étape. Vous pouvez y rester tout le long de la pratique d'ailleurs, hein. Quand vous considérez que c'est suffisamment étiré, vous relevez la tête, ça c'est toujours pour voir les choses. Là, vous lâchez la main droite et vous allez attraper le gros orteil qui est juste en face de la main. La main gauche, le gros orteil qui est juste en face de la main, par au-dessus. Et vous reposez le crâne au sol. Alors, les épaules sont basses, les coudes aussi vers le bas. Et puis, dans cette pratique, moi je vous disais, il faut tirer sur les orteils. Alors, vous pouvez tirer sur les orteils en pliant les coudes. Il y a autre chose à faire aussi qui est très intéressant, c'est de pousser avec la jambe arrière. On va dire que c'est l'étape suivante. Là, je tiens simplement mes gros orteils dans les mains. Inspire et expire, je pousse avec ma jambe arrière. Ça veut dire que je suis en capacité de lâcher prise avec le fessier droit, la jambe droite, et de tenir ou pousser même avec la jambe gauche. Vous vous souvenez, tenir et lâcher prise, c'est la posture, c'est la définition d'asana, la posture. On défait la posture et on se retrouve au sol. Alors, de la même manière, je remets ce phare, hein, cet éclairage de la conscience, dans une même posture. On va s'installer dans un processus, on va cheminer à l'intérieur d'un processus. Donc, il n'y a pas arriver dans la posture, réussir la posture, ça n'existe pas. La posture est un cheminement. Personnellement, aujourd'hui, dans cette posture, j'en suis à pouvoir dissocier les deux jambes, j'en relâche complètement une et l'autre produit une action musculaire. C'est là où j'en suis. Et il n'y a pas de jugement, ni en bien, ni en mal. C'est simplement un constat. Et ce que je vous propose, c'est de produire les mêmes constats, sans comparaison. Simplement voir là où vous en êtes et progresser à partir de là où vous êtes. C'est aussi la pratique du Hatha Yoga. Vous voyez comme aujourd'hui toutes les choses se rejoignent à partir de ce point de vue de Sahasrara, ou de Samadhi, ou du soi, ou de l'absolu, ou de l'état de yoga. Et on repart de l'autre côté, si vous voulez bien, il faut égaliser la pratique. Alors j'ai ramené les plantes de pied en direction des fessiers, je vais commencer, je peux faire ça, croiser la jambe gauche par-dessus la droite. Pour ma part, c'est moins confortable. Alors, c'est normal s'il y a un côté qui est plus facile que l'autre. C'est bien qu'on est en train de travailler sa dualité. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas égalisées. Et si on en prend conscience, c'est pas que c'est anormal. Au contraire, c'est complètement la pratique. Alors, c'est peut-être désagréable, y compris pour l'ego. Mais ça, c'est une autre histoire. Je soulève la tête, je vais ramener les genoux sur la poitrine, ma main
gauche sur le genou arrière, et puis la main droite qui va passer sous la jambe qui est au-dessus et se poser sur la main. Les deux mains sont en contact. Puis je repose le crâne au sol, et là ça va de la même manière, on va étirer les fessiers. Prenez quand même conscience du souffle ici, l'inspiration de la portance, elle crée une pression qui détend. Et puis, je vais attraper les gros orteils, si c'est possible pour moi, bien entendu. Donc la main droite qui va attraper le gros orteil de la jambe du dessus, par-dessus d'ailleurs, comme ça. La main gauche de la même manière. Je repose, les coudes sont bas, les épaules sont basses. Alors, j'ai le choix, soit plier les coudes sur les expirations, soit pousser avec la jambe arrière. Ça dépend là où j'en suis dans la posture. Et je me repose. Observez si vous pouvez voir la structure corporelle. La voir un peu comme une architecture. Voir les choses qui se joignent, les choses qui tiennent le corps. Voir comment les parties du corps s'équilibrent les unes par rapport aux autres dans cette idée de force, hein, un peu comme une architecture de cathédrale ou quelque chose comme ça. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler, soupirer. Alors, on continue des choses très simples. On va étirer encore un petit peu plus et égaliser encore un peu plus le corps. De la même manière, je ne vous remontre pas les postures, elles sont dans les séances précédentes, on va les pratiquer ensemble. Il s'agit de la demi-lune au sol. Alors, le visage restera de face, on pratique ensemble si vous voulez bien, vous me regardez juste une seconde et puis après vous vous installez. Les deux pieds, jambes partent sur le côté droit, inspire, les deux bras partent au-delà de la tête, et je fais glisser les deux mains sur la droite. Souvenez-vous, la main gauche avec le bras gauche et l'épaule gauche, avec le souffle, va descendre sur la gauche. Hein. Mais c'est le lâcher prise, c'est pas le mouvement musculaire qui fait ça, c'est la détente musculaire. Alors, pour l'instant, les deux mains sont à droite, les deux pieds et jambes à droite, le visage de face. J'écoute le souffle dans le corps. Inspiration, je prends conscience des tensions là où elles résident, et expiration, j'essaie de les relâcher.
Vous allez ramener les bras le long du corps et les jambes dans l'alignement du corps. N'hésitez pas à recaler le bassin, les épaules, l'arrière du crâne. Vérifiez si les jambes sont bien dans l'alignement, si votre schéma corporel, c'est-à-dire la représentation mentale que vous avez du corps, donc si le schéma corporel est juste ou pas. C'est aussi quelque chose qui se corrige pour progresser dans la pratique. Sans jugement, hein, ne vous jugez pas. Conscience du souffle, conscience de la partie du corps étirée, comparez-la avec l'autre partie du corps. Alors peut-être que dans la posture précédente, les effets de la posture précédente, on avait une vision de la structure du corps, on le ressentait. Et avec cette nouvelle posture, même la sensation du corps s'endort, disparaît. Il y a une présence, hein, il y a quelque chose de latent. Mais on s'extrait un peu de la matière encore du corps. Et ça produit, c'est là à ce moment-là qu'on rentre dans Samadhi, c'est là qu'on rentre, qu'on touche à Sahasrara. C'est là qu'on est au-delà de l'au-delà. Et là, le concept est intéressant, l'idée est intéressante. Dans cette plénitude, alors les deux pieds sur les deux jambes sur la gauche, inspire, les bras au-delà de la tête, les mains qui glissent sur le côté. Et le souffle qui vient permettre avec l'inspiration de prendre conscience de nos tensions et avec l'expiration de les lâcher. Si vous le souhaitez, coude plié, ramenez les bras le long du corps, les jambes dans le prolongement. Épaules basses, paume de main tournée vers le ciel.
puis, si vous le souhaitez, étirement, bâillement, soupir. On va venir s'asseoir si vous voulez bien. Alors, si possible, on va s'asseoir en Vajrasana. Si c'est pas possible, vous n'allez pas pratiquer la pratique suivante qui est un mudra, Vajramudra. On y va ensemble, les poings fermés sur la partie molle du ventre, là où il n'y a pas de côte. On y va donc, on va le faire 4 fois. Je vais le faire une première fois pour ne pas vous surprendre. Vous pouvez regarder ou faire avec poing ou pas. J'inspire avec le nez et c'est une espèce d'aboiement. Je vis tout mon air, inspire, je remonte. Ça 3 fois. Alors là c'est très intéressant parce que j'ai pas d'élève en face et sinon je ris à chaque fois. C'est difficile pour moi de garder mon sérieux. Alors j'inspire ici. Ça me fait rire quand même. Inspire. Une dernière fois. Et on reste là. Alors si vous laissez tomber les coudes sur les côtés, les épaules vont se détendre et ça va faire un effet levier avec les poings. Ça va enfoncer les mains un peu plus dans le ventre. Soulevez le crâne s'il n'y a pas de problème de cervical. Regardez loin devant vous. Et respirez profondément. Ça va masser toutes les viscères. Alors si c'est douloureux, et ce qui est possible en début de pratique, quand on découvre la pratique, c'est que votre ventre est très tendu. Et du coup, cet exercice-là va participer d'une détente abdominale et qui est concomitante d'une détente émotionnelle et mentale. Puis, inspire, vous remontez. Alors, n'hésitez pas à corriger la posture comme je suis en train de le faire. Et il est vraiment là le travail de la conscience. Hein. Des fois, on a une idée de la pratique. Je dis pratique pour ne pas dire travail. Parce que travail, c'est pas exactement un terme. Mais on a une idée du pratique avec l'idée de la pratique, avec une idée du travail qu'on effectue, l'idée du travail qu'on a. Et l'idée du travail qu'on a, c'est un 20 sur 20. Quoi. C'est un truc où c'est parfait. Si on a 18, c'est quand même pas mal. Si on a 16, c'est vachement bien aussi. Quand on commence à avoir 14, bon, bah, c'est bien, moi je trouve. Hein. Et puis, alors, si on a 5 ou 6 ou 3 ou 2, c'est pas du tout ça l'idée. L'idée ici, c'est si on a 2, alors on est très content d'avoir 2, parce qu'on peut corriger. On voit qu'on a 2. Et ce 2 là, c'est énorme. C'est énorme. J'ai 2 jambes, 2 bras. C'est énorme. Alors, peut-être que l'épaule elle est comme ça, que la hanche elle est comme ça, que la cheville est douloureuse. Peut-être. Mais c'est pas grave. C'est juste je prends conscience. Après ce 2, ça va être 3, 4. Et puis, à un moment donné, ça va être Sahasrara. Ça va pas être 20 sur 20. Ça va être au-delà de l'au-delà. Et ce 20 sur 20, il n'aura aucune importance. Et c'est là qu'on comprendra, ou qu'on comprend déjà, peut-être que ce 2 là, il est aussi important que ce 20 sur 20. Tout ce qu'on aime est imparfait. Ce qu'on aime vraiment avec le cœur. Hein. Ses enfants, la nature, son conjoint, sa maison peut-être, son pays, sa langue, sa culture, sa religion si on en a une, le ciel bleu, le temps gris. Tout ce qu'on aime est imparfait. Mais c'est le fait de l'aimer qui rend les choses parfaites. Et je ne vous parle pas à partir d'un postulat chrétien, parce que je sais que amour, le concept d'amour, il est lié à la chrétienté. Pas du tout, hein, c'est ma culture bien entendu, je suis français, machin bidule, mais euh, cette culture-là, elle n'agit pas en moi, loin de là. En tout cas pas comme ça. Je suis vraiment dans l'idée de Sahasrara ou de Samadhi ou du son. Hein, c'est vraiment cette idée-là. Et qu'on retrouve bien sûr dans la chrétienté ou ailleurs, hein, dans la simple humanité.
Quand je dis simple, c'est pas simpliste. Quelqu'un de très humain. C'est pareil pour moi. Et puis on va s'étirer si on a envie. On peut bâiller, soupirer et on va s'asseoir. Alors, attrapez un petit coussin, une petite épaisseur. On va s'asseoir en Siddha Asana ou pour les hommes Siddha Yoni Asana, pour les femmes ou en Padma Asana si vous êtes à l'aise. Et pourquoi pas, tiens, aujourd'hui, là, ça je peux pratiquer. Un demi-lotus, Ardha Padmasana, ça me va. Et voilà, ça change un petit peu. Voilà. Le lotus pour moi est trop contraignant, ça me fait trop mal. Alors, ça peut être aussi les jambes ouvertes, le dos calé contre le mur à l'arrière. Voyez ce qui vous convient le mieux sur une chaise, un tabouret, peu importe. Du moment qu'on ait un trépied, c'est-à-dire la sensation de reposer sur quelque chose de stable, c'est l'idée du trépied, qui permette au dos de se redresser sans effort. On va reprendre Ujjayi Pranayama. Je vous rappelle la technique, c'est le bout de la langue collé contre le palais, ça peut être juste au-dessus des dents. C'est respirer en serrant la gorge, ça produit un ronflement. Et puis on sent la respiration abdominale, le nombril qui part vers l'extérieur à l'inspiration et le nombril qui revient vers la colonne vertébrale à l'expiration. Simplement ça. N'oubliez pas la langue. Hein. On dit que Keshari Mudra, alors ça produit c'est un lien énergétique en fait, entre un méridien qui est dans le dos, qui monte de Muladhara, chakra, qui passe, il passe où? Je ne sais plus exactement, je crois qu'il passe par Bindu ou par Sahasrara, mais je crois que c'est Bindu. Et puis il le passe ensuite par Ajna Chakra, le point centre du cerveau, ou qu'on projette ici, mais là c'est au centre du cerveau, il redescend vers le palais. Et alors, pourquoi on colle la langue? Continuez à faire pratique Ujjayi. Hein. Pourquoi est-ce qu'on colle la langue? Parce qu'il le relie au méridien qui est vers l'avant du corps, vers la face, voilà, ou de chaque côté de la colonne vertébrale, devant, derrière, et il va aussi rejoindre Muladhara Chakra. On a ces vaisseaux, on parle de vaisseaux aussi donc pour les méridiens, dans le Tao, dans la pratique chinoise. Donc, vous voyez là, le yoga et la pratique taoïste se rejoignent. Donc, la gorge serrée, le ronflement, et puis le nombril, ça c'est drôlement important. Alors, pareil, ça je l'ai découvert grâce à vous. C'est que j'apprends plein de choses grâce à vous. Et de l'importance de ce ventre. En fait, peut-être que l'importance du ventre est plus importante, je me répète, que ce travail avec la gorge. C'est ce qu'on voit, ce qu'on perçoit en premier, c'est toujours une histoire de représentation, mais ce travail est vraiment très important. Le regard peut être juste devant, là, projeté, pas les yeux fermés, sinon on risque de s'endormir. N'hésitez pas à déclutir s'il y a besoin, continuez la pratique pendant que je parle, et à défaire Keshari Mudra si vous avez mal à la langue, le temps que la langue se repose, puis vous reprenez
Keshari Mudra quand ce sera bien pour vous. Hein. Terminez par une expiration, puis revenez à une respiration qui se fait par elle-même. Restez dans la posture de méditation si c'est possible pour vous. En revanche, défaites-la si vous avez des douleurs et n'hésitez pas à masser ou frotter les parties du corps qui seraient douloureuses, à les bouger, etc. Restez s'il vous plaît quand même présent et présente mentalement. On peut masser, frotter un genou et rester quand même présent à ce qui se passe. Je veux vous dire des choses au sujet de Ujjayi Pranayama. Je pense que c'est un pranayama, donc un exercice de contrôle du souffle ou de l'énergie, très très important. Je le découvre avec ces nouvelles séances. Je connaissais Ujjayi Pranayama depuis plus de 20 ans, et là, mon corps, mon mental, mon psychisme sont prêts à recevoir une autre information. Qu'est-ce que je reçois comme information ? C'est que Ujjayi Pranayama, avec le mouvement du ventre au niveau du nombril, c'est-à-dire de Manipura Chakra, produit comme une pompe. Une pompe qui va faire monter l'énergie de Muladhara Chakra, qui va permettre à l'énergie Kundalini, d'arriver au niveau de Manipur, le nombril, Svadhisthana, Manipur, mais de la faire monter encore un peu plus haut, dans la poitrine et jusqu'à Vishuddhi, au moins. Alors, on verra une prochaine fois une pratique en Ujjayi qui nous fait aller du nombril jusqu'à la gorge, de la gorge jusqu'au nombril. Donc, c'est pour ça que je dis au moins jusqu'à la gorge. Ce que je découvre également, c'est que on sait que les postures nous font du bien, nous étirent, nous détendent, nous apaisent. Les pranayamas également. Mais c'est beaucoup plus puissant. C'est pour ça qu'il faut pratiquer les pranayamas toujours avec une grande douceur. Ujjayi Pranayama, au moins dans cette zone-là, qui va du plexus solaire jusqu'au fondement, jusqu'à Muladhara,
a une action thérapeutique. C'est-à-dire qu'il restructure les articulations, les os, les tendons, les muscles. J'en fais aussi également expérience. Ujjayi Pranayama, traduit, appelé comme aussi respiration psychique, a une action, un soin, une action thérapeutique sur les mots c'est MAUX, les mots psychiques qui produisent des douleurs physiques. Si j'ai un problème de dos, musculaire, c'est certainement qu'il y a un problème mental quelque part, hein. Pas de défaillance mentale, mais produit par une posture mentale, une idée mentale, un tracas mental. Bon, ok. Mais là, ça va encore plus loin. C'est-à-dire qu'on entre encore un peu plus profondément dans ce qui nous structure et nous fait mal. Les mémoires passées, les traumatismes passés, ce sur quoi on a grandi. Vous savez, comme quand il y a un arbre qui a une forme bizarre parce qu'à un moment donné, il y avait un autre arbre qui le gêne, et puis là, l'autre arbre est mort, on ne le voit plus, mais la forme bizarre est restée. Eh bien, c'est un peu ça, l'idée. Si ce n'est que là, avec Ujjayi Pranayama, on va pouvoir corriger, redresser l'arbre qui était tordu. Ça, c'est certain. Ce que je suis en train de vous dire, j'en fais expérience, même si c'est dans l'instant présent, même si c'est hier et avant-hier, pas d'importance. J'ai la certitude de ça, puisque je retrouve cette information à chaque fois. Le bout de la langue, collé contre le palais, lui, je vous ai dit, il permet le circuit énergétique. Il ne fait pas que ça. Je vous ai parlé de la pompe du nombril qui permet de remonter l'énergie du bas. Et bien cette pompe-là, en lien avec Keshari Mudra, permet aussi de faire descendre l'énergie du haut. La pompe a une action directe sur l'énergie apana, l'énergie du bas, et sur l'énergie du haut, elle va comme l'attirer, comme si elle l'aimantait. Vous voyez, vous imaginez cette énergie-là, qui est donc apana, négative, hein, comme une pile électrique, et quand elle est suffisamment dans la proximité, ça fonctionne comme deux aimants, quand elle est suffisamment dans la proximité de l'autre énergie, eh bien, elle va l'aimanter. Elle va attirer cette énergie positive. Non pas que ça soit positif et négatif au sens d'un jugement moral. Et donc du coup, les énergies vont pouvoir redescendre, et on dit qu'elles se disent ici aussi, peut-être ici aussi. Pour l'instant, ça j'ai du mal à le déterminer. Si je souligne à ce point-là les effets de ce pranayama, Ujjayi Pranayama, c'est que dans les ouvrages, dans les apprentissages que j'ai fait moi en tant que professeur de yoga, ça peut être changé maintenant, on ne parle pas des effets des pranayamas. Donc il faut les expérimenter. Je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas. Peut-être parce que, pour ne pas inciter les élèves à forcer la pratique, peut-être parce que c'est pas ressenti, j'en sais rien. Alors, exceptionnellement, je vais écourter la pratique. On aurait dû pratiquer encore 20 minutes. Instinctivement, je sens qu'il faut arrêter là. Je vous remercie grandement de ces échanges. Vous voyez, moi, je progresse grâce à vous, et peut-être que vous aussi, vous progressez grâce à moi. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Vraiment, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir des commentaires pour évaluer l'enseignement qui est donné ici. N'hésitez pas aussi à mettre des pouces, que vous soyez sur YouTube ou sur Facebook. Je suis friand des commentaires pour pouvoir, en miroir, savoir si ce que je produis est efficace, cohérent, vous nourrit, vous permet de cheminer humainement, dans votre humanité. Un grand merci à vous et à très bientôt. Portez-vous bien.